mesdames, messieurs. Penser l'office du juge du XXIe siècle suppose de se pencher sur ses outils de travail. C'est moi. Aujourd'hui, l'ordinateur a remplacé le crayon. Le courrier électronique remplace peu à peu le papier. Les bibliothèques deviennent électroniques et les distances sont abolies. Mais ces outils effrayent parfois. On peut craindre une utilisation purement gestionnaire. On peut craindre une déshumanisation de la justice, notamment dans des affaires où le contact direct s'impose. Mais un outil n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais et il n'est rien en dehors de l'usage qu'on en fait. Notre groupe de travail a souhaité s'attacher à ces usages et à partir des besoins identifiés pour construire ces propositions. Toutes nos propositions se prêtent très facilement à l'expérimentation et à la technique peu risquée des petits pas que nécessite l'introduction de nouvelles technologies dans le travail d'une institution qui accueille la nouveauté parfois avec difficulté. Alors, nous avons tout d'abord cherché à mettre les outils existants au service du justiciable. C'était notre premier axe, le service du justiciable. Nous avons entendu l'exaspération suscitée par la complexité et la lourdeur du fonctionnement de la justice pour beaucoup de citoyens, notamment lorsque nous avons reçu l'association Que Choisir, qui a évoqué les difficultés des citoyens confrontés à la justice pour la gestion des litiges de la vie courante. Et face à cette lourdeur, nous avons d'abord proposé de créer une plateforme de médiation en ligne. C'est notre proposition numéro 17. On est donc dans l'amont du judiciaire, une plateforme de médiation en ligne à l'image du médiateur du net qui a traité entre 2004 et 2010 environ 6800 cas avec très peu de moyens et un taux de résolution de pas loin de 90%. Ce service avait été créé dans le cadre du Forum des droits sur Internet et a malheureusement disparu faute de financement par l'État. De toute manière, la France doit transposer avant 2016 une directive et un règlement européen en ce sens. L'enjeu d'une organisation par l'État de la médiation par Internet est essentiel. Seul l'État permet de garantir l'impartialité et l'indépendance du médiateur à l'égard des grands groupes commerciaux étrangers notamment. Or, ceux-ci cherchent à imposer des services de médiation en ligne dans lesquels ils sont à la fois juges et parties et qui s'affranchissent de notre droit protecteur de la consommation pourtant d'ordre public. En plus de cette plateforme de médiation en ligne, nous avons cherché à réduire les déplacements et les temps d'attente des justiciables en mettant la technique au service du procès civil. Donc on se situe uniquement dans le cadre du procès civil pour la suite. Alors tout spécialement pour les affaires de moins de 4 000 €, ces litiges nombreux et de faible valeur financière mais de forte valeur affective pour beaucoup de justiciables, nous proposons tout d'abord de permettre tout simplement aux justiciables de saisir un tribunal par requête en ligne. Alors ça semble très simple, il existe des formulaires CERFA téléchargeables en ligne, mais on ne peut pas saisir le tribunal. Il faut imprimer, le remplir, le déposer soit physiquement, soit par lettre recommandée. Ensuite, au stade du jugement, nous proposons que le juge puisse traiter certains litiges, je dis bien certains litiges, sans audience physique, au vu des pièces produites. Il pourra poser des questions aux parties, leur demander des pièces complémentaires. C'est l'audience virtuelle, qui n'est évidemment envisageable que pour des litiges de faible valeur financière et par exemple pour des litiges de type défaut de livraison de biens de consommation, restitution de dépôt de garantie en matière de location ou contestation de charges locatives, la situation de défendeur résidant à l'étranger et ne pouvant se déplacer. Voilà, il s'agirait d'une valeur ajoutée dans le procès. Ensuite, pour toutes les affaires, donc même celles qui dépassent des enjeux financiers très faibles, nous proposons que les parties puissent suivre leur procédure par Internet, échanger des pièces, comme cela se fait déjà devant les juridictions administratives avec le système SAGAS, qui est venu nous présenter ma voisine, des tribunaux administratifs. Nous proposons également que les parties qui le souhaitent puissent recevoir électroniquement avis et notifications. Et enfin, que les avocats puissent plaider plus facilement par visioconférence, depuis un bureau mis à disposition par l'Ordre des avocats. En effet, actuellement, les plaidoiries par visioconférence sont possibles,
mais elle suppose que l'avocat se rende dans une salle d'audience, que le juge soit dans une autre salle d'audience et une interconnexion entre les salles d'audience où chacune des salles est soumise aux règles de publicité prévues par le Code. Donc, ça crée de telles difficultés d'organisation que ça se pratique peu en dehors de situations comme la Corse, dont notre président nous a parlé. Nous avons également estimé, au titre de l'attente à l'audience, dont beaucoup de justiciables se plaignent, qu'il était nécessaire d'informer les justiciables et leurs conseils du temps qu'il leur restait à attendre. Un système de tableau d'information et d'alerte envoyé par SMS aux parties pourrait facilement être mis en place et existe déjà dans certaines sociétés commerciales, notamment pour les horaires de train. C'est notre proposition numéro 66. Alors, le groupe de travail s'est attaché à mettre les outils technologiques existants au service du justiciable, mais il a aussi pensé à sa propre chapelle et à l'équipe juridictionnelle. Tout d'abord, il s'est penché sur les listes de discussion des magistrats, qui ont été créées de manière informelle par quelques magistrats. Elles se développent, elles se diversifient et elles favorisent la transmission de l'expérience et le partage des savoirs, en dehors de tout lien hiérarchique. Les magistrats qui y participent, et désormais les greffiers, puisqu'il existe des listes de greffiers, y tiennent à ces listes et tiennent à au fait d'être à l'abri à la fois du regard hiérarchique et du regard de formation. C'est un échange entre pairs. Il nous est apparu important d'encourager ces listes. Alors, d'autres pistes ont été explorées et permettraient de favoriser le dialogue et l'information des juges. Par exemple, permettre un accès intranet aux magistrats depuis leur domicile pour favoriser l'actualisation des connaissances. Également, enregistrer et diffuser les conférences et formations dispensées par l'ENM, qui sont parfois dispensées pour un public de 15 à 20 personnes et qui pourraient être beaucoup plus largement diffusées. Ou encore, développer un partenariat avec l'université et créer des veilles juridiques qui seraient alimentées par des assistants de justice. Il existe actuellement un magistrat à la Cour d'appel de Metz, je crois, qui a créé 2 veilles juridiques. Il utilise Twitter pour les diffuser. Et ces veilles juridiques sont ouvertes à la fois aux magistrats, aux avocats. Et nous avons pensé que c'était des pistes vraiment à explorer pour permettre une actualisation des connaissances. Quant aux logiciels et applicatifs métiers, même si cela n'a pas fait l'objet de propositions spécifiques de notre rapport, il existe, et nous avons pu l'entendre au travers des auditions que nous avons menées, une forte demande des magistrats, des greffiers et des agents d'obtenir des outils plus performants, plus participatifs, plus intuitifs et les formations correspondantes. Alors, pour mener à bien une telle politique et pour l'anticiper, nous avons enfin proposé, c'est la dernière proposition du rapport, la création d'une cellule de veille et de recherche qui serait chargée de préparer la justice aux technologies de l'avenir et de mieux éclairer les choix d'investissement. Il y a 30 ans, nous ne connaissions pas les outils que nous utilisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne connaissons certainement pas les outils que nous utiliserons peut-être dans 10 ou 15 ans. Et il faut s'y pencher pour prévoir les investissements nécessaires. Je vous remercie.